Qu'est-ce que c'est? Dimanche matin, un de nos U-2 a pris ses clichés. Les soviétiques installent des missiles balistiques à moyenne portée à Cuba. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur le président. Nos villes, allant du sud-est jusqu'au nord en comprenant Washington, D.C., sont à portée de ces missiles et dans l'éventualité de leur lancement, elles ne disposeraient que de 5 minutes d'alerte. Et pendant ces 5 minutes, ils pourraient tuer 80 millions d'Américains. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État critique. Un certain nombre d'entre vous l'ont peut-être oublié, mais en 2012, l'année dernière, au cours du mois d'octobre, cela faisait 50 ans que la crise des missiles de Cuba avait eu lieu. Point d'orgue de la guerre froide, la crise de Cuba a provoqué un séisme idéologique, politique et militaire au cœur de la diplomatie internationale. L'instant clé où deux superpuissances, les États-Unis d'un côté, l'URSS de l'autre, ont été à deux doigts de se livrer une guerre nucléaire qui aurait eu, vous vous en doutez bien, de très graves conséquences sur le rapport entre les hommes ou l'équilibre de la vie sur Terre notamment. Nous avions abordé le sujet lors de ma rétrospective sur la planète des singes. Aujourd'hui, nous allons l'examiner, ce qui nous aidera à bien comprendre les mécanismes de notre film du jour, docu-fiction sur cet événement, l'un des plus importants de l'histoire contemporaine. Aujourd'hui au programme donc, nous allons revenir sur le long métrage 13 jours, sorti en France le 10 octobre 2001 et réalisé par Roger Donaldson, à qui l'on doit notamment les films La Mutante ou Le Pic de Dante, sortis au cours des années 90. 13 jours tient son titre du roman 13 Days, écrit par Robert Kennedy, ex-procureur général des États-Unis et frère du président JFK, mais s'inspire essentiellement du livre The Kennedy Tapes Inside the White House During the Cuban Missile Crisis, écrit par Ernest May et Philip Zelikow et publié en 1997. Toutes ces œuvres, le film ou les livres qui ont inspiré celui-ci, retracent un événement historique qui, comme je l'ai déjà dit, a eu un impact très fort au moment de son déroulement au cours du mois d'octobre 1962. Nous allons essayer de définir concrètement ce qui s'est réellement passé. Depuis 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS, portés par deux idéologies radicalement opposées, le capitalisme face au communisme, se font face et font subir au monde entier une période trouble que l'on appellera la guerre froide. Alors que la course à l'armement bat son plein, le monde entier se prépare à l'éventualité d'une guerre nucléaire entre les deux superpuissances. En 1959, Fidel Castro, qui se réclame du communisme, prend le pouvoir à Cuba. Le castrisme impose sur l'île une importante collectivisation des propriétés privées, notamment de certains biens appartenant à l'époque à des entreprises américaines. En 1961, les États-Unis décident de couper tout contact avec l'île de Cuba, qui désormais sera un allié du camp soviétique. Au même moment, la guerre froide connaît une grave crise en Europe, à Berlin précisément, avec la construction du tristement célèbre mur de Berlin, séparant ouvertement la ville en deux blocs, l'un pour le côté US, l'autre pour le côté URSS. Nous sommes alors toujours en 1961. Au mois de septembre 1962, les États-Unis de John Fitzgerald Kennedy apprennent que l'URSS de Nikita Khrouchtchev fournit des aides à Cuba. Kennedy avertit alors le dirigeant soviétique sur les conséquences qu'aurait l'installation de missiles pointés vers les États-Unis à Cuba. Le 14 octobre 1962, un avion espion U-2 américain photographie un champ de missiles SS-4 à tête nucléaire en cours d'installation sur l'île. De même, les Américains apprennent qu'une armada de 26 navires soviétiques transportant vraisemblablement un armement nucléaire se dirige vers Cuba. C'est le début de la crise. Kennedy ordonne un blocus maritime de l'île. Les navires de guerre américains se dressent autour de Cuba afin de stopper
stopper l'arrivée des bateaux soviétiques. Le monde est au bord de la guerre. Les habitants de la planète retiennent leur souffle. Tous s'accrochent aux décisions des dirigeants de l'URSS. Khrouchtchev ordonne finalement à ses navires de faire demi-tour et de rentrer en URSS le 25 octobre 1962. 3 jours plus tard, il ordonne le démantèlement total des missiles déjà installés à Cuba. Kennedy, en contrepartie, annonce qu'il n'envahira pas l'île. La guerre a été évitée de peu, et c'est tant mieux car les conséquences auraient pu être dévastatrices pour l'humanité. Cet événement, qui représente le point d'orgue de la guerre froide, aura pour conséquence d'instaurer une période moins troublée par les crises politiques entre les deux blocs. On l'appellera la détente. Concernant les deux grands acteurs de cette crise, John Fitzgerald Kennedy et Nikita Khrouchtchev, ils connaîtront tous deux de terribles coups du sort. Le premier, bien qu'aux yeux de tous grand vainqueur de la crise des missiles de Cuba, sera assassiné un peu plus d'1 an après le 22 novembre 1963 à Dallas. Quant au second, il sera destitué de ses fonctions de premier secrétaire du parti 2 ans presque jour pour jour après le début de la crise, totalement désavoué par ses pairs, lui reprochant d'avoir affaibli et terni l'image de la puissance soviétique dans le monde. Il meurt en 1971. La crise des missiles de Cuba a inspiré bon nombre de romans, de fiction, mais aussi un certain nombre de longs métrages qui la retracent directement ou qui ne l'utilisent comme simple cadre. À ce titre, nous pouvons noter Leto d'Alfred Hitchcock réalisé en 1969 ou même X-Men le commencement de Matthew Vaughn en 2011. Mais le premier véritable long métrage à traiter ouvertement de la crise des missiles de Cuba sera Les Missiles d'Octobre, un téléfilm réalisé par Anthony Page en 1974 qui retrace les différentes discussions et décisions prises dans le bureau ovale par le président et ses conseillers, heure après heure, pendant les quelques jours qu'ont duré les événements à Cuba. À la fois passionnant et très instructif par la même occasion, Les Missiles d'Octobre nous permet d'être au plus près des principaux acteurs de cette crise, de s'imprégner de leurs doutes, de leurs choix et de leurs émotions. En 1974, les scénaristes des Missiles d'Octobre n'avaient pas accès à certaines informations précises concernant la crise des missiles de Cuba. En 2001, si, grâce à la déclassification de certains documents au cours des années 90. C'est pourquoi le projet 13 jours s'est finalement mis en place. Le long métrage de Roger Donaldson sort fin décembre 2000 aux États-Unis, le 20 octobre 2001 chez nous. Comme The Pledge précédemment, il connaîtra des sorties un peu décousues partout dans le monde à cette époque. Et malheureusement pour lui, il se mangera un sérieux coup dur du côté du box-office. Doté d'un budget assez conséquent de 80 millions de dollars, 13 jours ne récoltera qu'un peu plus de 66 millions de dollars de recettes partout dans le monde. Ce sera donc un gros bide, on peut le dire. En France, les scores ne sont pas non plus terribles. À peine plus de 100 000 personnes se déplaceront dans les salles pour revivre la crise des missiles de Cuba. 13 jours est-il à l'image de son succès un bide artistique? C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Hasard du calendrier, 13 jours débarque en salle l'année du 11 septembre 2001. Aucun rapport, me diriez-vous? Eh bien si, dans la mesure où 13 jours tente à vouloir nous mettre en garde sur la probabilité qu'une telle crise politique pourrait de nouveau survenir de nos jours. En resituant notre film du jour dans le contexte de l'actualité en 2001, son message prend une tournure assez particulière. Nous spectateurs, on se sent à la fois témoins et acteur de ce climat de terreur qui flottait dans l'air au lendemain des attentats. Pour 13 jours, le 11 septembre aurait pu le hisser vers le haut, car étant un booster marketing de premier niveau. Quand on voit les chiffres de 13 jours, on se dit que finalement l'effet 11 septembre n'aura pas forcément servi les intérêts de notre film du jour, et quelque part ce n'est pas plus mal, car dans un cas pareil, il n'aura probablement pas été très sain de se satisfaire en voyant que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Prenons 13 jours pour ce qu'il est réellement. L'antithèse des blockbusters tape à l'œil made in Hollywood. 13 jours retrace un événement bien précis de l'histoire des États-Unis par des Américains. Il n'y a pas si longtemps, on a eu un magnifique exemple de dérives artistiques malsaines d'une œuvre qui suivait le même parcours, Pearl Harbor. Autrement dit, lorsque les Américains décident d'étudier leur propre histoire au cinéma, il faut toujours être très méfiant du résultat, car notamment avec Pearl Harbor, on a vu qu'un simple paquet cadeau pétaradant suffisait à transmettre avec soin une idéologie ou un simple mode de pensée. Heureusement pour lui, malgré le risque qu'il encourait, 13 jours passent en partie
à côté de cela. J'ai bien dit en partie. Roger Donaldson ne fait pas de 13 jours un spectacle pyrotechnique qui nous en mettrait plein la vue en exhibant ses effets visuels et en crachant sur une certaine forme de pudeur. 13 jours, c'est une mise en abîme de 2h20 dans des discussions, des pourparlers, des décisions entre Kennedy, son frère, l'état-major des États-Unis, les conseillers du président, etc. sur les événements se déroulant en temps réel à Cuba. Très documenté, très précis, au plus près de ces hommes qui étaient à une tête d'épingle de faire basculer l'histoire. 13 jours surprend par sa sincérité, par le soin apporté au discours, au rapport entre les hommes, leur caractérisation. La guerre froide n'est plus qu'une simple formulation, elle prend tout son sens dans cette immersion totale au cœur du bureau ovale. Tout ce qui s'y passe n'est que tension, malaise, trouble, divergence, et la solution, elle se trouve au cœur d'un champ d'épines. Donaldson parvient à retranscrire avec brio tous ces éléments grâce à une mise en scène qui donne notamment la part belle aux principaux acteurs américains de cette crise, faisant d'eux des êtres humains avant d'être des hommes de pouvoir. L'échec commercial de 13 jours s'explique certainement par la lenteur et le flottement du sujet qui jamais d'un point de vue narratif ne décolle concrètement. 13 jours, c'est comme je l'ai déjà dit, une mise en abîme dans des discussions et des réunions, donc si le sujet ne vous inspire pas, si l'idée de connaître certains détails précis sur ce qui a pu se dire au cœur de la Maison Blanche pendant la crise des missiles de Cuba, de voir comment le président Kennedy a vécu cet événement délicat, passez votre chemin, vous n'êtes pas à la bonne adresse. Pour ceux qui restent, il y a tout de même deux petites mises en garde que j'aimerais vous transmettre si vous décidez comme moi de vous intéresser à ce film. La première, c'est la crédibilité des faits énoncés. Le personnage joué par Kevin Costner, Kenny O'Donnell, est particulièrement mis en avant dans 13 jours, alors que dans la réalité, comme le dira McNamara, secrétaire de la Défense à l'époque, il n'a joué qu'un rôle très mineur. Dans le film, il va tout de même jusqu'à influer certaines décisions du président Kennedy. O'Donnell n'était pas du tout qualifié pour ce genre de choses réellement. C'était plutôt le rôle d'un certain Ted Sorensen, le conseiller spécial du président. Au dire des principaux acteurs de la crise des missiles de Cuba comme McNamara qui sera très critique envers le film, 13 jours possède d'innombrables incohérences historiques, notamment sur la place de certains instigateurs de premier plan au cours de la crise. Personnellement, je serais plus enclin à croire les gens qui ont réellement vécu la crise de Cuba qu'un long métrage qui se présente avant tout comme un docu-fiction. Et dans docu-fiction, il y a fiction. Donc si le but du jeu était de présenter la crise telle qu'elle a réellement eu lieu, 13 jours n'est peut-être pas le meilleur tableau de celle-ci. Dans le doute, je préfère vous recommander les missiles d'octobre qui semblent ici beaucoup mieux appropriés. L'autre mise en garde qui ne surprendra personne ici, c'est le parti pris idéologique de l'œuvre proposée. Tout de suite, j'annonçais que 13 jours passaient en partie à côté du discours pro-américain avec la surexposition des bienfaits et des vertus de ces valeurs roublardes. En partie, car 13 jours en bonne œuvre made in USA bien sage dans son panier n'a aucune vocation critique, ne cherche aucunement à mettre un pavé dans la mare sur d'éventuels dysfonctionnements qui auraient pu parasiter la pureté patriotique entre guillemets de cette fameuse crise. Car même s'ils ont des allures de victimes, les États-Unis n'étaient pas non plus blancs comme neige. Rappelons tout de même qu'en 1961, les États-Unis et la CIA ont tenté un débarquement sur Cuba dans la baie des Cochons pour tenter d'infiltrer le gouvernement castriste et faire tomber Fidel Castro. Ce fut un échec cuisant, la honte totale pour l'oncle Sam et l'une des raisons qui ont mené à la crise. 13 jours évite malheureusement de trop y faire référence. Ce qu'on regrette a fortiori, c'est également l'absence d'un autre point de vue, soviétique pour le coup, pour équilibrer un peu les observations de chacun. En conclusion, 13 jours est un film rigoureusement imparfait. Revenir sur la crise des missiles de Cuba, proposer des séquences loin du spectacle historiquement malhonnête habituel, proposer une immersion qui nous rapproche des acteurs de cet événement, notons par ailleurs les performances honorables des différents comédiens, proposer une mise en scène sobre, posée, loin des standards du genre à la même époque. Tout ça, ce sont les points que l'on peut mettre au crédit de 13 jours. Malheureusement, il n'est ni tout à fait passionnant, ni tout à fait percutant, ni tout à fait réaliste, ni tout à fait neutre, ni tout à fait innocent. Pour moi, 13 jours dérive un peu de ses fonctions en se rapprochant plus d'une fiction documentée que d'un documentaire fictionné. À voir en introduction au téléfilm Les Missiles d'Octobre et à d'autres divers documentaires sur le sujet. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique
Critique, je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.